L'ANC a dénoncé mardi l'interdiction et la perturbation de plusieurs meetings de son candidat à la présidentielle du 22 février. Les 10 meetings devaient se tenir dans le nord du Togo. L'inscription des électeurs pour les élections présidentielles couplées aux législatives prévues en novembre 2020 au Burkina Faso a débuté. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la commission électorale. Le président déchu, Omar El-Béchir, sera remis à la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a affirmé ce mardi un haut responsable soudanais. Il est poursuivi depuis plus d'une décennie par la justice internationale. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Le principal parti d'opposition au Togo, l'Alliance nationale pour le changement ANC, a dénoncé ce mardi l'interdiction ou la perturbation de plusieurs meetings de son candidat à la présidentielle du 22 février, Jean-Pierre Fabre. Les 10 meetings devaient se tenir dans le nord du Togo. 5 meetings électoraux ont été interdits et perturbés depuis l'ouverture de la campagne électorale le 6 février, ont rapporté les responsables de l'ANC lors d'une conférence de presse. Dès le lancement de la campagne électorale, le président Jean-Pierre Fabre, candidat de l'ANC en tournée dans les régions de Savane, de la Karaï centrale, ne cesse de rencontrer des pires difficultés pour battre campagne comme la loi l'autorise, selon un communiqué publié par le parti. Vendredi, le meeting de Sine-Kassé a été interdit. Les militants de l'ANC ont dû se résoudre à accueillir Fabre sous un arbre au bord de la route à l'entrée de la ville. Le même jour, le meeting de Tandjouari est interdit. Celui prévu samedi à Gando est également interdit par le préfet. Le lundi, dans l'après-midi, des individus se réclamant du parti au pouvoir empêchent la tenue à Bassar du meeting de campagne de l'ANC, précise le communiqué, qui dénonce les intimidations des militants sous le regard indifférent des forces de sécurité de la Commission électorale nationale indépendante. La campagne prendra fin le 20 février. Environ 10 000 gendarmes et policiers ont été déployés. 7 candidats sont en lice pour la présidentielle, dont le chef de file historique de l'opposition Jean-Pierre Fabre, l'ancien Premier ministre Kodjo Agbeyome et le président Faure Gnassingbé qui briguera un 4e mandat. Ce dernier est au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le pays pendant 38 ans. Faure Gnassingbé a été réélu en 2010 et en 2015 au thème de scrutin contesté. L'inscription des électeurs pour les élections présidentielles couplées aux législatives prévues en novembre 2020 au Burkina Faso a débuté. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la commission électorale dans un contexte de violence qui ont fait plus d'un demi-million de déplacés. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait plus de 750 morts depuis 2015 et contraint plus de 600 000 personnes à fuir leur foyer. L'enrôlement des électeurs qui durera jusqu'en avril se déroule dans un contexte national difficile, a déclaré Newton Ahmed Barry, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, lors d'une cérémonie de lancement à Dédougou, chef-lieu de la région de la Bouche de Moron, dans l'ouest du pays. Il y a de la psychose, de l'insécurité et le drame de nos compatriotes déplacés, a-t-il déclaré avant d'ajouter. En ces moments difficiles, le seul recours des citoyens, ce sont les valeurs de la République. En ces moments difficiles, votre carte d'électeur est votre arme pour défendre votre intégrité et notre refus de nous soumettre à tout dictat, d'où qu'il vienne, lança-t-il par la suite aux électeurs. Alors que les forces de l'ordre burkinabè, sous-équipées et mal entraînées, n'arrivent pas à enrayer la spirale de violence, le pays organisera des élections présidentielles et législatives le 22 novembre 2020. La CENI a mobilisé 6 120 opérateurs recenseurs et superviseurs pour enregistrer les quelques 4,5 millions d'électeurs attendus contre plus de 5,5 millions d'inscrits par la CENI pour les élections de 2015, les premières depuis la chute de Blaise Compaoré, renversé en 2017 après 27 ans au pouvoir. Concernés pour la première fois par le vote, les Burkinabés de la diaspora ont été enrôlés du 4 au 26 janvier dans 22 ambassades et consulats, selon la CENI, qui a déploré une faible affluence avec moins de 24 000 inscrits sur quelques 2 millions attendus.
L'insécurité alimentaire s'aggrave rapidement au Burkina Faso. L'ONG américaine Refugees International tire la sonnette d'alarme. Le pays abrite en effet plus d'un demi-million de personnes ayant fui les violences djihadistes et intercommunautaires. Le rapport de l'ONG américaine Refugees International révèle des faits préoccupants. Intitulé Burkina Faso et la nouvelle ligne de front au Sahel, répondre à la crise de déplacement la plus fulgurante au monde, le rapport constate que des personnes ont été privées de leurs moyens de subsistance, les enfants ne sont pas scolarisés et l'insécurité alimentaire s'aggrave rapidement. Refugees International estime à 2,2 millions le nombre de personnes dans le besoin sur une population de 20 millions d'habitants. Alors qu'un ensemble hétéroclite de groupes armés fait des ravages dans la région, le Burkina Faso connaît actuellement la crise des déplacements de population la plus rapide du monde. Au cours de 2019, les combats ont contraint plus de 600 000 personnes à fuir leur foyer et ce chiffre pourrait atteindre 900 000 personnes d'ici à avril en raison de la violence qui se propage à une vitesse alarmante. L'ONG recommande également aux donateurs de renforcer les fonds humanitaires pour répondre aux besoins croissants et aux Nations Unies d'accroître leur empreinte humanitaire dans le pays, établir des relations avec les groupes locaux et leur donner les moyens de répondre aux besoins de leur communauté. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à de croissantes attaques djihadistes qui ont fait plus de 750 morts depuis 2015. Je l'annonçais en titre, le président déchu Omar El-Béchir, poursuivi depuis plus d'une décennie par la justice internationale sur des accusations de crimes contre l'humanité dans le cadre du conflit au Darfour, sera remis à la Cour pénale internationale CPI. C'est ce qu'a affirmé ce mardi un haut responsable soudanais. Les dirigeants soudanais ont accepté de livrer l'ancien président Omar El-Béchir à la Cour pénale internationale pour répondre aux accusations de génocide et de crimes de guerre. Cet engagement a été pris lors des pourparlers de paix entre le gouvernement soudanais et les groupes rebelles de la région du Darfour. Cette décision ouvre la voie à l'envoi de l'ex-président à La Haye pour y être inculpé. La remise d'Omar El-Béchir à la Cour pénale internationale est une exigence du mouvement de contestation l'ayant chassé du pouvoir, des habitants du Darfour ainsi que des groupes rebelles de cette région. Elle montrera la volonté du gouvernement de mettre fin à la crise au Darfour et dans d'autres régions du pays. Incarcéré à Khartoum depuis sa destitution par l'armée en avril, Omar El-Béchir est recherché depuis 2009 par la CPI pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour durant un conflit meurtrier ayant éclaté en 2003 avec des insurgés issus de minorités ethniques s'estimant marginalisés. Pendant plusieurs années, avant sa destitution et malgré le mandat d'arrêt international de la CPI, l'ancien président s'est rendu en visite officielle dans plusieurs pays, notamment en Syrie en décembre 2018 pour rencontrer le président syrien Bachar al-Assad et en Russie. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a évoqué ce mardi le moment où Nelson Mandela a été libéré de prison. C'était à l'occasion du 30e anniversaire de l'événement. Le président sud-africain s'est rappelé ce mardi, 30 ans jour pour jour après la libération de Nelson Mandela, du moment grisant de la libération du héros de la lutte contre l'apartheid qui a marqué la mort du régime raciste. Ce jour-là, le président Ramaphosa, alors âgé de 37 ans, se tenait aux côtés de l'ex-prisonnier le plus connu au monde. Le jour où Mandela a été libéré, nous savions tous que l'apartheid était mort, a lancé Cyril Ramaphosa devant des centaines d'écoliers et des combattants de la libération au Cap, la capitale parlementaire. Le jour où Madiba a été libéré, nous avons tous su que l'apartheid est mort. Et c'était fini Shanklar. En Afrikaans, cela signifie complètement fini. Le génie de l'apartheid était définitivement sorti de la bouteille et ne pouvait plus être remis. En 1964, Nelson Mandela, à la tête de l'aile armée du Congrès national africain ANC, fer de lance de la lutte contre l'apartheid, avait été condamné à la prison à perpétuité pour sabotage et complot contre l'État. Il a purgé 27 ans sur l'île de Robben Island, au large du Cap, puis dans les prisons de Pollsmoor et de Victor Verster.
Sa libération le 11 février 1990 est intervenue quelques jours après la levée de l'interdiction de son parti ANC par le président blanc de l'époque, Frédéric Willem de Klerk. Il était sorti libre de la prison de Paarl, main dans la main avec son épouse Winnie Mandela, devant des milliers de ses partisans. 4 ans plus tard, il est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Le groupe État islamique a revendiqué ce mardi l'attaque suicide perpétrée dimanche contre une base de l'armée dans le sud de l'Algérie, près de la frontière avec le Mali. Un militaire algérien a été tué au cours de cette attaque. Un kamikaze à bord d'un véhicule piégé a déclenché ses explosifs dimanche dernier en tentant de pénétrer de force dans la base de l'armée située dans la zone frontalière à plus de 1700 km au sud d'Alger. Une sentinelle avait été tuée en réussissant à empêcher le véhicule d'entrer dans l'enceinte selon le ministère algérien de la Défense. De son côté, l'État islamique a affirmé dans un communiqué diffusé sur les médias sociaux qu'un frère marty a fait exploser son véhicule au milieu de la base algérienne, provoquant des dizaines de morts et des blessés, la destruction de nombreux engins et occasionnant des dommages matériels à la base. L'EI avait déjà revendiqué les 2 derniers attentats suicides en Algérie qui avaient visé en 2017 2 postes de police, tuant 2 policiers et en blessant 2 autres. L'attaque de ce dimanche survient au moment où l'Algérie s'efforce à s'impliquer dans le règlement de crise régionale en Libye et au Sahel, région visée par les assauts de plus en plus audacieux de groupes djihadistes. Il faut dire que l'Algérie a été épargnée par des attentats d'ampleur depuis la prise d'otages sur le site gazier de Tigen-Tourine à In Amenas, à 1300 km au sud-est d'Alger en 2013, revendiquée par le groupe islamique, les signataires par le sang de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, en représailles à l'intervention militaire étrangère au Mali voisin. 40 salariés et 29 assaillants avaient été tués lors de l'assaut mené par l'armée algérienne. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.